soir avec Marceau. Radio X. Il est là pour la dernière fois de la saison. ChristianPage.ca, l'enquêteur du paranormal. Salut Christian. Salut Yannick. Est-ce que tu as retenu toutes les blagues pour les compter à M. Arcan au 98.5 à Montréal? Je suis pas sûr qu'il... Je suis pas sûr qu'il va s'exclaffer devant toutes ces bonnes blagues. Est-ce que tu l'as déjà rencontré Ben, en à plusieurs personne? reprises. Il est comment en personne? Hein? Ah, c'est un homme très gentil. Oui? Ah ouais, très très gentil. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans le personnel? Comment ça va, mon Christian? T'as Oui, passé absolument. Dans le privé, là, quand il est en hors d'onde, là, il est... Évidemment, moi, je suis pas sur son émission, mais il y a une très, très belle chimie entre lui et ses recherchistes, les gens qui travaillent autour de lui. Tu sais, il y a pas, c'est pas un individu qui est hautain, c'est sûr que ce soit Paul Arcand, que ce soit Paul Hood, Drainville, ou que c'était vrai aussi avec Dutrisac. C'est sûr que ces gens-là, en public, ils vont pas parler à tout le monde. Tu comprends? À un moment donné, ils essaient un peu de rester dans leur bulle. Tu sais, ce sont littéralement des incontournables de la radio. Mais en dehors de ça, ce sont des gens, en tout cas, pour ce qui est de Paul Arcand, là, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, on se côtoie là, en traversant les corridors de la station. C'est un homme qui est excessivement affable, très gentil, qui n'hésite pas à parler là, de sujets très personnels avec lui, ses collègues de travail. Parce que quand on le voit autant à la radio, moi je l'écoute une fois de temps en temps sur certaines entrevues, des fois je le vois à la télé avec son émission, je me rappelle pas comment elle s'appelle son émission, c'était après La Voix, puis il a rencontré... le truc, les grandes entrevues, là, genre les grandes entrevues. Il était avec Normand Bratois, puis il se promenait dans la ville et tout ça, j'avais trouvé ça vraiment bon, mais je me disais, il est donc bien réservé, cet homme-là. Il a de l'air un peu inaccessible, il a de l'air du gars qui, il est fait en béton, là, c'est pas compliqué, il y a pas moyen de le percer, tu sais. Ouais. Mais je pense que Paul Arcand, c'est un peu le type qui essaie de jouer un rôle excessivement... en tant qu'animateur, il essaie de demeurer excessivement objectif. Dans le sens que si tu commences à embarquer des situations qui sont d'ordre personnel, tu risques de perdre de l'objectivité dans des entrevues puis des questionnements comme ça. Je pense que Paul, tu sais, moi je me rappelle quand j'allais à l'université en journalisme, on nous disait quand on parlait des journalistes, on disait le public a droit à une information complète, de qualité et objective. Ça a bien changé aujourd'hui le monde du journalisme. On veut beaucoup de l'inside. On veut que le journaliste donne son opinion. Alors que dans l'école du journalisme, il y a 30 ans, on nous disait un journaliste donne pas son opinion. Si tu veux donner ton opinion, là, tu deviendras éditorialiste, tu deviendras un polémiste, un chroniqueur, mais un journaliste donne pas son opinion. Okay. Parce que, puis, je pense que Paul a développé, c'est un individu, en fait, c'est littéralement une légende dans la radio au Québec. Je pense que compte tenu des années qu'il est là, il a endossé ce modèle-là, de pas trop donner son opinion, essayer de présenter avec une grande objectivité les faits. Et j'ai l'impression que s'il se livrait trop, on aurait l'impression qu'il perd quelque part cette objectivité-là. C'est sa façon de faire de la radio. Puis écoute, on ne peut que le féliciter. Il est quand même l'animateur numéro 1 au Canada. Au Canada. Le plus écouté au Canada. C'est exceptionnel. Puis, mais pour ce qui est de... Moi, je pense qu'il y a une différence entre un animateur et un journaliste. Là. Oui, sûrement. À Québec, ceux qui ont le micro, c'est pas mal plus des animateurs que des journalistes. Il y a des journalistes. Si tu prends les journalistes à Radio-Canada, sur le réseau Cogeco, nous, ici, on en a un. Puis, bien honnêtement, ils donnent pas nécessairement leur opinion. Ils ont pas vraiment d'implication personnel quand il parle de Régis Labaume ou tout ça. Mais il faut faire vraiment une différence. Un animateur, c'est quelqu'un qui divertit, c'est quelqu'un qui essaie d'informer, puis qui essaie d'éduquer sur certains sujets. Tu sais, quand je reçois des psychiatres, quand je reçois des psychologues et tout ça, on a un mandat d'éducation. Moi, j'ai pas la prétention d'éduquer les gens, mais je m'éduque avec les experts que j'amène en ondes, mais d'abord et avant tout, je suis un animateur, je suis un entertainer, là. Ouais. Mais il faut savoir que quand on l'écoute régulièrement, Paul Arcand, il y a des choses qui le mettent un peu en fusil, puis il se gêne pas pour le dire. Hein. Il y a des situations qui le choquent, qui le frustrent, et en ondes, il le dit, puis il ne mange pas ses mots pour le dire. Donc, c'est vrai que lorsqu'il fait des entrevues, il essaie généralement, quand c'est une entrevue d'actualité, il essaie de laisser parler son intervenant, mais lorsqu'il y a des choses qui le choquent, il ne se prive pas pour le dire en ondes qu'il y a certaines situations qui, que selon lui, ça n'a pas de bon sens, puis il donne son opinion. Puis ce qui est une force pour un intervieweur, c'est d'admettre que la personne qui est en face de toi en connaît pas mal plus sur le sujet. Exemple, je sais pas, moi, je reçois un psychiatre, je reçois un urgentologue. Quand elle me parle de sa job, là, pourquoi moi, je prendrais 85% de son temps?
Ouais. C'est sa job. Elle doit la connaître, là. Mais souvent, Paul Arcand va donner des opinions, puis là, je parle comme ça, là, parce que évidemment, je l'entends presque tous les matins. Ouais. Là, je suis ce qui se passe au 98. Quand Paul Arcand parle en ondes, souvent des décisions de politiciens ou des situations qui lui semblent aberrantes, il va les dénoncer. Il va les dénoncer. Okay. Il n'hésitera pas à faire ça. Je pense qu'il donne un peu, il est assez représentatif du milieu communautaire. Là. C'est-à-dire que je me rappelle, il y a quelque temps, à un moment donné, les policiers sont arrivés puis ont donné une amende de 500 $ à une dame qui avait envoyé sa neige de l'autre côté de la rue ou quelque chose comme ça. Et écoute, il disait, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a des situations comme ça qui n'ont pas de bon sens. Il va dénoncer le zèle des politiciens ou le zèle des services de police ou des services publics. Christian, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure parce qu'il savait, d'ailleurs, je t'ai déguisé sur ma page Facebook. Avec des lunettes et une moustache. Je t'ai mis une moustache, des lunettes, il y en a qui ont pensé que c'était Richard Glenn. Tu comprendras qu'ils t'ont tous reconnus. Oui, je comprends. Mais il y a des auditeurs qui me demandaient, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu-là, que tu fais ton métier? Moi, ça fait 42 ans, ça va faire 42 ans en juillet que je m'intéresse au paranormal. Tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. Le 5 ans. Le 13 juillet 1976. Et ça fait à peu près 25 ans que j'exerce le métier de communicateur, journaliste, chroniqueur sur différentes plateformes médiatiques. Ça a été quoi le déclic pour toi? Ça a été quoi tes études? Ben, tu vois, moi, c'est assez amusant parce que ce n'est pas c'est pas le journalisme qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au journalisme. Okay. En 1976, en juillet 76, j'ai vécu une expérience étrange qui m'a ouvert au paranormal. Avant ça, le paranormal, ça m'intéressait pas. Je ne connaissais rien du paranormal, puis ça ne m'allumait pas. Bien sûr, j'avais 13 ans à l'époque, comme n'importe quel jeune de cette époque-là. On avait vu La rencontre du troisième type au cinéma. Il y avait des séries qui jouaient à la télé. Je me rappelle Les Envahisseurs, Perdus dans l'espace. Ces trucs-là, c'était de la science-fiction. Pour moi, le paranormal, l'étrange, l'insolite, c'était de la matière pour des scénarios hollywoodiens. Mm-hmm. Puis est arrivé cet événement en 1976. Ce serait trop long de le raconter ici, mais ça m'a ouvert au paranormal. Le lendemain, je me suis présenté à la bibliothèque de mon quartier. J'ai demandé à voir les livres sur le paranormal. Et là, j'étais étonné de voir qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui avaient été consacrés à ces sujets-là. T'as ouvert une boîte de Pandore. C'est ça. Et voilà. Et ça m'a passionné. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est tellement passionnant. J'étais même obsédé, là. C'était viral, là, mon truc, là. Et je me disais, il faut absolument que je parle de ça. Il faut parler de ça. Je trouvais que les médias n'ouvraient pas suffisamment la porte au paranormal. Puis il faut se rappeler, on est dans les années 70, années 80. À l'époque, rappelle-toi, il y avait comme 4 diffuseurs au Québec. Hein, t'avais Télémétropole, hein, c'était TVA à l'époque. Il y avait Radio-Canada en français, Radio-Canada en anglais, puis t'avais Télé-Québec. Tu sais, à peu près ces postes-là. Tu sais. Puis on ne parlait jamais de paranormal. De temps en temps, il y avait des émissions comme Droit de parole qui avaient été animées par Claire Lamarche, je crois, et ensuite Claire Lamarche, hein, qui de temps à autre ont consacré des émissions sur l'étrange. C'est aujourd'hui notre question, c'est croyez-vous aux fantômes, c'est bon. Mais c'était très sporadique ce genre d'intervention. Je me rappelle, j'avais fait à un moment donné à la fin des années 70, début des années 80, Jeannette veut savoir. Tu sais, elle avait autour de la table, oui, Jeannette veut savoir. Bon, on va parler des ovnis. Là, avec la madame qui s'occupait de servir. Non, ça c'était plus tard. Ça c'était, je pense, l'amour avec un grand A ou quelque chose comme ça. Jeannette veut savoir. Il y avait simplement un divan en demi-cercle. Il y avait une table au milieu. Puis là, Jeannette assise au centre. Puis là, il y avait des invités de chaque bord. Puis là, ils jasaient, tu sais, le sujet du jour. Puis là, je me rappelle, j'y avais été, moi, c'était, on va parler des ovnis. Tu sais, fait que, tu vois, c'était très sporadique. Il faut vraiment attendre, dans un premier temps, 1995, avec l'avènement de Canal D, où là, le paranormal va devenir un sujet où on va en parler davantage avec des émissions à Canal D. Et puis, les années 2000, avec l'avènement des télés spécialisées et la multiplication des canaux de télévision de type spécialisé qui, là, évidemment, vont ouvrir la porte aux phénomènes paranormaux. Donc, c'était excessivement rare qu'on en parlait. Et moi, je me disais, c'est tellement un sujet fascinant qui nous amène à des questions existentielles tellement importantes. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'il y a une vie après la mort?
Et je voulais absolument parler de ça. Et le seul moyen de parler de ça, c'était à travers les médias. Je me disais, il faut que j'aille vers le milieu de la radio parlée, les médias électroniques, sinon les médias écrits. Mais je voulais parler du paranormal. Fait que t'as défriché ça un peu. Voilà. Ouais. Donc, je suis, je pense, le seul journaliste, le seul journaliste au Québec à s'être fait une carrière uniquement en parlant de phénomènes paranormaux. J'ai rarement été invité dans des émissions pour parler d'autre chose que le paranormal. Et dans ma carrière médiatique, ma carrière journalistique, à toutes les fois, on me confie soit des articles, soit des trucs. C'était toujours sur le paranormal. On m'a jamais invité pour dire, bon, Christian, on va te confier un truc sur le sport. Tu sais, non, la politique. T'aurais-tu aimé ça? Pas du tout. Non. Puis en même temps, d'une certaine façon, j'aurais pas aimé ça, mais en même temps, je comprends également qu'on l'a pas fait. Puis ça, c'est un peu décevant parce que je pense que un bon journaliste peut couvrir toutes sortes de sphères d'activité. Un bon journaliste est un bon journaliste, mais c'est sûr que le paranormal a mauvaise presse. Et dans mon cas, très rapidement, j'ai été catalogué. Ah ouais, Christian Page, c'est pas le gars qui parle des petits hommes vents, ça, puis des fantômes, etc. Donc, je me suis vu un peu refuser tous les autres sphères d'activité où j'aurais pu faire des trucs intéressants. Et pourtant, j'avais aussi une formation en histoire. Et une des premières fois où on m'a donné un peu carte blanche pour pouvoir exploiter cet aspect-là de l'histoire, c'est il y a quelques années, j'ai fait une série pour Évasion qui s'appelait À la recherche des reliques saintes. Oui, puis t'étais déguisé comme une Indiana Jones. Quand j'étais déguisé comme une Indiana Jones. J'étais là, ils l'ont déguisé en Indiana Jones. Ouais. Et ça m'a permis un peu d'exploiter l'historien en moi parce que c'est vrai que généralement, c'est essentiellement le paranormal. Et c'est amusant parce que le paranormal, les gens m'associent beaucoup à une espèce de phénoménologie. Tu sais, comme si à savoir, est-ce que Christian Page veut savoir si les fantômes existent? Est-ce que Christian Page veut savoir si on est visité par des extraterrestres? Alors que dans la réalité, mais là, je fais une confidence ici à Marceau le soir, dans la réalité, l'ultime question m'intéresse moins que le sujet de manière, disons, anthropologique. Ce qui m'intéresse des phénomènes paranormaux, c'est pas tant de savoir si les fantômes existent que de savoir pourquoi les gens croient aux fantômes. Comment le sujet des fantômes est véhiculé à la fois dans la littérature, dans la culture populaire. Quels sont les éléments qu'on associe de façon sociale à ces différents phénomènes paranormaux. Pourquoi on aime croire au paranormal? Qu'est-ce qui nous motive à croire au paranormal? C'est sûr que j'aime bien savoir ce qui se fait dans ce domaine-là, les recherches, notamment les recherches scientifiques qui se font dans les milieux académiques, mais premièrement, ma première approche, mon premier intérêt pour le paranormal, c'est davantage un intérêt d'ordre sociologique, anthropologique. Pourquoi les gens croient au paranormal? Est-ce que les gens qui croient au paranormal, est-ce que les gens qui croient aux diverses religions, est-ce qu'il y a un rapport avec l'éducation? Ça, c'est assez amusant parce que quand on regarde de façon générale, il y a, si on regarde au Canada, par exemple, on a un peu plus de 60% des Canadiens qui disent croire en Dieu. Et on a plus de 50%, c'est 51% des Canadiens qui disent croire à un phénomène paranormal, quel qu'il soit. Ça peut être les ovnis, les fantômes, etc. Et ça peut être plusieurs sujets aussi, là, mais au moins un sujet paranormal, c'est 51%. Ce qui fait donc que les phénomènes paranormaux, c'est le deuxième sujet par ordre d'importance en termes de croyances au Canada. Puis c'est vrai également, les mêmes chiffres se reflètent autant aux États-Unis qu'en Europe. Donc c'est une croyance sur le plan occidental. Les phénomènes paranormaux, c'est le deuxième phénomène de croyance auquel les gens adhèrent après les grandes religions institutionnalisées. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, puis même aussi en Europe. Les pays occidentaux. Mais Brésil, c'est la religion est omniprésente. Oui, effectivement. Quand je dis pays occidentaux, là, faut bien je cible particulièrement l'Europe et l'Amérique du Nord. Parfait. Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun à ça? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une question d'éducation? Là, effectivement, ça va jouer. Ce que l'on constate, c'est que les gens qui sont plus éduqués auront moins tendance à favoriser le surnaturel. Ça veut pas dire qu'ils n'y croient pas, sous une forme un peu éthérique. C'est je crois qu'il existe peut-être une vie après la mort. Mais en dehors de ça, sur le plan de du phénomène lui-même, plus les gens sont éduqués, plus ils chercheront une explication rationnelle au phénomène observé. Parce que ma question vient de quelque chose de personnel, tu sais. Puis quand je parle d'éducation, je parle pas nécessairement d'éducation à l'école. Oui, il peut y avoir ça, mais au niveau des expériences de vie, tu sais, quelqu'un d'expérience va penser à
quand il arrive quelque chose, ben il va penser à plein de choses, puis en dernier lieu, il va dire OK, c'est peut-être surnaturel. Ouais. Mais d'ailleurs, je fais qu'un aparté sur ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de mentionner est également un élément dans la courbe des croyances. C'est-à-dire que les gens plus âgés, donc une plus grande expérience de vie, qui en ont vu des vertes puis des pas mûres, comme on dit, ces gens-là auront moins tendance à croire au surnaturel que les gens plus jeunes, par exemple. Vraiment, le gros bassin de gens qui vont adhérer très spontanément à des explications de type surnaturel sont souvent des gens âgés entre 20 et 30 ans. Et après ça, on voit qu'il y a un décantage de façon plus fin des croyances par rapport au paranormal. Parce que ça vient de quelque chose d'hyper personnel. J'avais 6, 7, 8 ans, mais c'est un événement qui a été ancré dans mes mémoires pendant plusieurs années. Puis cet après-midi, je repensais à cet événement-là. Puis je trouvais des explications à ce que j'avais vécu à ce moment-là. J'étais sur le divan, c'est quelque chose de très, très, très banal que je vais te conter, mais j'avais la tête d'un enfant de 6-7 ans. Oui, absolument. Donc, j'étais sur le divan, puis j'étais dans le salon toute seule, puis je jouais avec mes jouets, et tout d'un coup, il y a un ombre qui est apparu sur le mur qui était blanc. Mm-hmm. Puis je me suis reviré, puis il y avait personne. Ouais. Et là, cette fois-là, j'ai eu la peur de ma vie. Mm-hmm. Parce que je me suis dit, il y avait un ombre dans la maison. Mais j'avais la tête d'un enfant de 6-7 ans, tu comprends? Oui. Puis là, ben, j'approche la quarantaine, puis en repensant à cet événement-là qui m'avait fait une peur épouvantable, je me dis, c'est certainement quelqu'un qui était très éloigné de la fenêtre, là. Parce que nous, on avait un patio, on restait en appartement. C'était probablement quelqu'un qui était très éloigné, puis qui est passé juste devant le patio, puis moi, j'ai vu ça. Je pensais être seul, puis là, j'ai vu l'ombre, le surviré, il y avait personne. Voilà. Fait que j'avais pensé que c'était passé de quoi à ce moment-là. Mm-hmm. Mais plus on vieillit, plus on trouve les explications. Mais quand j'avais 7, 8, j'avais pas le cerveau que j'ai là, avec un peu plus d'expérience. C'est ça. Donc, on va favoriser des explications souvent surnaturelles. Puis plus on devient éduqué, ben évidemment, on va essayer de trouver des explications plus rationnelles. Et plus on constate effectivement que dans les milieux académiques de pointe, évidemment, les gens auront moins tendance à croire à des phénomènes d'ordre surnaturel. Est-ce que les phénomènes paranormaux sont plus souvent dans la littérature, ont plus souvent eu lieu dans des grandes villes ou c'est toujours dans des campagnes éloignées des grandes villes? Il n'y a pas sur le plan de la statistique, il n'y a pas de différence entre les deux. Jamais. Non, jamais. C'est quand les gens parlent, on a souvent l'impression, quand on parle des ovnis, c'est tout le temps l'agriculteur au fond de son champ avec sa fourche là. Alors que sa salopette. Ouais, alors que c'est pas vrai. Quand on regarde sur le plan de la statistique au niveau des observations d'ovnis, t'as autant d'observations qui ont eu lieu dans des grandes villes où on compte plusieurs dizaines de témoins, puis on a des observations qui ont effectivement eu lieu dans des campagnes. Et là où ça peut jouer, tu peux dire, c'est peut-être que dans les campagnes, si c'est un objet lumineux, tu auras tendance à plus le voir dans des campagnes parce qu'il y aura moins de pollution lumineuse qu'il y en a en ville. Les gens sont peut-être plus portés en campagne à lever les yeux vers le ciel que tu vas le faire dans le milieu d'une ville. Bon, sur le plan des comportements humains, ça peut jouer, mais en dehors de ça, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de chiffres très éloquents qui indiquent que les gens moins éduqués vont observer des phénomènes mystérieux. C'est là où ça va jouer, c'est sur l'interprétation, c'est-à-dire que des gens qui vont observer un phénomène aérien inexpliqué, évidemment, moins on sera éduqué, on aura tendance à crier aux extraterrestres, alors que quelqu'un de plus éduqué dira peut-être que, avant de favoriser les extraterrestres, c'était peut-être curieux, c'était peut-être un phénomène atmosphérique que j'avais jamais vu. Il va essayer de trouver un lien plus rationnel que de spontanément parler des extraterrestres. Ouais, ou en Occident ou en Amérique du Nord, on va plutôt parler, quand on perçoit des phénomènes puis on les aperçoit, on va dire que c'est peut-être un extraterrestre, mais au Brésil, exemple, ça peut être la Vierge Marie. Ouais, effectivement. Parce que la religion est très ancrée. Ouais, on voit que sur le plan des différents pays et des cultures locales, évidemment, les phénomènes paranormaux seront interprétés en fonction de ça. D'ailleurs, quand il y avait eu d'intéressantes études qui avaient été menées sur le phénomène des expériences de mort imminente. On voulait savoir, par exemple, quelqu'un de la religion, par exemple, quelqu'un qui est de l'islam et qui vit une expérience de mort imminente, est-ce que c'est exactement la même chose que quelqu'un qui est un chrétien, par exemple, ou quelqu'un qui est bouddhiste, hein? Est-ce qu'ils vont... Et ce que l'on constate, c'est que, en fait, le phénomène lui-même, il est à peu près identique. Il passe à travers les mêmes phases, les mécanismes, ce qui est observé, hein, donc le mécanisme qui se met en place à ce moment-là, il est à peu près vécu de la même façon par tout le monde.
l'interprétation va être différente. Par exemple, un chrétien dira, j'ai ressenti une espèce d'amour céleste, divin, etc. Donc, il va avoir une tendance à associer ce qu'il va observer à une imagerie populaire liée à sa religion. Alors que quelqu'un dans le bouddhisme va interpréter ça d'une autre manière, quelqu'un dans l'islam va interpréter ça de la même manière. Mais quand on regarde, quand on décante l'interprétation religieuse, puis on se limite essentiellement au descriptif de l'expérience, on voit que c'est à peu près pareil, quelle que soit la nation, quelle que soit l'adhésion religieuse, l'obédience religieuse des témoins. Si on veut faire une image pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que c'est toujours la même chose? Puis j'en ai écouté des documentaires là-dessus. C'est toujours un grand couloir dans lequel on voit des gens on se souvient pas trop si on les a rencontrés, mais on a l'impression de les connaître. Après ça, on voit des gens, notre grand-mère qui est décédée depuis 20 ans. Tu sais, dans les documentaires que j'ai vus, c'était souvent la même histoire qui était rapportée. Ouais. C'est toujours encore la même chose. En fait, c'est amusant parce que quand tu vois des documentaires, souvent il y a l'objectif du réalisateur de te faire croire que c'est ce qui se produit. Exact. Alors que ce n'est pas la réalité. Ce phénomène-là des morts imminentes, des expériences, on dit de mort imminente, mais c'est pas vraiment des morts imminentes puisque la personne n'est pas morte, tu sais. Donc ce sont plutôt des expériences de proximité avec la mort. Et dans ce cas-là, les expériences qui sont... Enfin, on connaît ces expériences-là, là, ça a été popularisé à partir du milieu des années 70. Le livre de Raymond Maudit, La vie après la vie, qui est un grand succès de librairie. Et je dirais que ça a mis un peu la table de manière populaire à cette culture-là, cette croyance-là de la vie après la mort. Et là, ben, évidemment, les ouvrages se sont enchaînés. Ce que l'on sait aujourd'hui, là, il faut quand même se rappeler que 30% des gens vivent des expériences de mort imminente, appelons-les comme ça, puisque c'est le nom on leur donne. Mais pour 70% des gens, la mort est un trou noir. C'est-à-dire que la personne décède à l'hôpital, on lui dit après, t'es mort pendant 4 minutes. Je m'en souviens pas. Donc, il n'y a pas de souvenir de ça. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien, ces gens-là n'ont pas vécu d'expérience de mort imminente. Donc, dans leur cas, l'expérience était absente. Ou bien, ces gens-là n'ont pas de souvenir d'avoir vécu l'expérience. Ça se peut aussi. On rêve tous chaque nuit. Et beaucoup d'entre nous ne se rappellent jamais leur rêve. On se réveille, on se rappelle pas ce qu'on a rêvé. Moi, je suis de ce type-là. Je me rappelle à peu près jamais de ce que je rêve. Et pourtant, je sais bien que je rêve toutes les nuits, une 50aine de rêves, comme tout le monde le fait. Donc, est-ce que la personne qui a vécu une expérience de mort imminente, qui dit ne pas en avoir vécu, c'est-à-dire une personne qui est morte cliniquement, qui dit ne pas avoir vécu d'expérience de mort imminente, est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas vécu ou est-ce qu'il n'a pas le souvenir d'en avoir vécu? Une chose est certaine, 70% des gens ne voient rien. Donc, il y a probablement des gens qui nous écoutent ce soir. Donc, 7 personnes sur 10. Ouais, donc, il y a sûrement des gens qui nous écoutent ce soir qui, là, vont se sentir rassurés, qui ont peut-être connu des épisodes de mort clinique. Ouais. Et qui n'ont pas de souvenir de quoi que ce soit. Donc, 70% des gens, on n'a rien. On a 30% de gens qui se rappellent avoir vécu ces expériences-là, mais l'expérience, elle suit les mêmes phases, mais pas forcément la même imagerie, et pas forcément non plus les mêmes phases dans le même ordre. C'est-à-dire que on ne dit pas, il y a le tunnel, il y a la phase du départ, et elle n'est pas nécessairement vécue de la même façon. Donc, tu quittes ton corps. Il y a des gens qui disent, j'ai eu l'impression d'avoir été aspiré vers l'extérieur. D'autres diront, je me suis spontanément vu flottant au-dessus de moi. Ouais. Et là, donc, il y a le départ. Et pour certains, au moment où ils quittent leur corps, ils se retrouvent immédiatement dans une espèce d'univers lumineux. Pour d'autres, il y a le passage par le tunnel. Ça fait partie de la phase de départ. Mais la phase de départ n'a pas la même imagerie pour tout le monde. Donc, l'idée du tunnel, ben là encore, c'est un pourcentage qui voit le tunnel. Puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de tunnel. Ils se voient au-dessus de leur lit, par exemple, à l'hôpital. Et spontanément, ils sont ailleurs. Ils n'ont pas passé par le tunnel. Donc, l'idée de ce tunnel-là, c'est une belle imagerie, c'est un stéréotype qu'on imagine de la mort imminente, mais c'est pas forcément là. Il y a la phase de départ, il y a ensuite la phase de rencontre. Dans toutes les expériences, donc il y a ce départ-là, quelle que soit la façon dont tu quittes ton corps. Ensuite, il y a la phase où tu te retrouves avec des gens. Donc, ça peut être des entités lumineuses, ça peut être des gens que tu as connus qui sont décédés. Parfois même, ça peut être des gens qui sont encore vivants, qui apparaissent là autour de toi. Donc, il y a ce sentiment, il y a cette perception-là, cette rencontre. Elle n'est pas vécue de la même façon par tout le monde. Les gens ne la décrivent pas tous de la même façon, mais
de façon générale, l'étiquette demeure. C'est la phase des rencontres. Ensuite, il y a la phase du choix. Dans tous les cas des expériences de mort imminente, l'individu se retrouve dans une situation où il a le choix de partir ou de rester. Ça peut être spontanément qu'il ressent ce besoin-là. Ça peut être quelqu'un qui lui propose ce choix-là. Ça se peut qu'on lui montre des images. Hein. Les gens disent « j'ai vu ma vie défiler devant moi et là, j'ai eu à prendre le choix, je partais ou je restais ». Peu importe comment ça se passe, il y a cette phase du « j'ai un choix à faire ». Et ensuite, il y a le retour qui se fait, encore une fois, de façon différente pour les individus. Un pourcentage de gens disent « j'ai senti que j'ai été aspiré vers l'intérieur ». D'autres disent « j'ai ouvert les yeux puis j'étais dans mon corps ». Donc, il y a les mécanismes ou les descriptions sont pas tout à fait pareilles, mais les 4 phases restent toujours omniprésentes dans l'expérience de mort imminente. Le départ, la rencontre, le choix, le retour. Et c'est toujours ce qui est rapporté, puis c'est ce que les scientifiques rapportent. C'est sur quoi les scientifiques planchent. Et là, maintenant, savoir, c'est est-ce qu'il s'agit d'une expérience qui est une aberration du cerveau ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une expérience au-delà de la mort? Donc, une expérience qui est très intimiste et mystique entre la conscience et l'invisible. Là, pour l'instant, on ne peut pas trancher de façon définitive. Ce qui est intéressant de ces expériences de mort imminente, c'est que c'est un sujet très intéressant, très important également sur le plan de l'individu. Mais ce que je trouve intéressant dans ce débat-là sur les expériences de mort imminente, c'est que c'est un débat qui se fait pratiquement dans la cour des grands. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est divisé entre la communauté, qui divise la communauté scientifique. D'un côté, on a des urgentologues, des cardiologues, donc des gens qui ont une connaissance médicale qui échangent autour de cette expérience-là. C'est pas le coin-coin qui a décidé comme ça, qui lavait de la vaisselle le vendredi après-midi, puis le dimanche matin, il décide qu'il est un spécialiste en neurochirurgie, puis là, il commence à nous expliquer comment fonctionnent les mécanismes du cerveau. Ça arrive pas dans les expériences de mort imminente. C'est à peu près le seul sujet du paranormal où je dirais que le débat se fait dans les milieux académiques. Certains parlent d'une expérience mystique, ésotérique. D'autres parlent d'une expérience, d'une simple aberration du cerveau. Mais néanmoins, les porte-paroles de ce type de ces échanges-là sont généralement des gens qui ont de solides formations académiques. Moi, ce que je vais te dire là, c'est propre à moi. Je veux pas insulter personne parce que je sais que ça va offenser des gens, mais j'ai pas besoin de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Quand tu me racontes qu'il y a des gens qui ont raconté leur expérience de mort imminente puis qui ont eu le choix, je t'annonce que le gars qui était décapité sur l'autoroute, quand même qui a dit non, je veux revenir, ben sa tête elle fait plus partie de son corps. Ouais, mais il a pas vécu une expérience de mort imminente. Oui, la mort était définitive. Mais tu comprends, tu sais, ce gars-là, il avait plus le choix. Non. Là. Fait que moi, j'ai pas besoin. Moi, je crois que la seule et unique vie qu'on a, c'est elle qu'on a là. Si jamais je me trompe, je vais être le premier heureux. Ok. Mais quand j'entends ces affaires-là, je me dis, c'est parce que les gens s'intéressent à ça parce qu'ils ont besoin de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Parce qu'on peut pas croire qu'on a juste une vie, tu sais. Effectivement. C'est quoi ton avis, toi? Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, là. C'est en fait, la croyance dans cette survie de l'âme, hein, parce que toute cette mécanique-là, que ce soit les expériences de mort imminente ou que ce soit la croyance des fantômes, elle se réfère à une croyance qu'on appelle la croyance survivaliste. C'est-à-dire que ton corps va survivre après la mort, que ce soit sous forme d'un fantôme ou que ce soit dans l'au-delà quelque part, dans un autre plan éthérique, quel qu'il soit, ou encore l'idée de la réincarnation. Quel que soit le mécanisme ou la croyance à laquelle tu vas adhérer, on peut englober ça sous cette croyance survivaliste. Il y a une survie après la mort, quel que soit le chemin emprunté. Et c'est vrai que beaucoup de gens, il y a un refus, puis je pense que c'est un refus naturel de croire que notre vie va s'achever avec notre mort physique. Puis je veux pas enlever d'espoir à personne. Je dis juste que moi, c'est ma perception des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers qui disent, ben moi, quand je vais partir, je vais aller retrouver mes enfants qui sont décédés. Fait que moi, c'est ma perception des choses. J'ai l'impression que la vie que je vis là, c'est la seule que je vais avoir. Fait qu'autant mieux en profiter. Mais quand j'entends ces expériences de mort imminente là, je me pose toujours des questions. OK, c'est ce qui a été rapporté. Le cerveau parfois peut nous jouer des tours, tu nous l'as souvent dit. Moi, j'ai l'impression que le cerveau s'éteint pas tout en même temps. J'ai l'impression qu'il y a certaines parties du cerveau qui tu vois ce que tu dis là, ça je viens arrêter là pour pas qu'on s'éloigne trop. Tu me dis le cerveau s'arrête pas tout en même temps. Et ça tu vois, ça c'est une découverte assez récente dans le domaine des neurosciences. T'es un génie. T'es un génie. Tu vois
beaucoup de gens disaient, j'ai vécu une expérience de mort imminente et le dernier souvenir de l'expérience, là, avant mon retour, j'ai vu défiler ma vie devant moi. Ouais. Ça, on retrouve ça dans beaucoup d'expériences dites de mort imminente. Or, depuis quelques années maintenant, parce qu'on peut maintenant documenter le cerveau, comment il fonctionne, puis ça, on a constaté que la dernière partie de ton cerveau à s'éteindre, c'est la partie qui contient les informations autobiographiques. Donc, tu comprends que si je te ramène ton cerveau, là, 30 secondes après l'arrêt du cœur, ton cerveau s'arrête. Et là, on a longtemps cru qu'il s'arrêtait comme tu tires la plug dessus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les neurochirurgiens, maintenant, les neuroscientifiques savent que le cerveau s'éteint un peu comme une grande maison où on éteindrait pièce par pièce. Donc, on commence par une pièce, une deuxième, une troisième, et ça peut prendre plusieurs minutes. Or, la dernière pièce que l'on éteint, c'est la pièce qui contient les informations autobiographiques du sujet. Donc, il est presque normal qu'à ton retour de ton expérience de mort imminente, la dernière chose que tu as vue, c'était des informations d'ordre autobiographique. Ouais. Et ça correspond effectivement au mécanisme d'éteinte du cerveau. C'est dire à quel point le cerveau est formidable, c'est qu'il te rappelle les beaux souvenirs de ta vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce débat-là, il est très intéressant. Ouais. Tu mentionnes, c'est un espoir. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais fait une série qui s'appelait L'enquêteur du paranormal à Historia. Et à un moment donné, je parlais des fantômes. Et je me rappelle que ma conclusion de l'émission, c'était de dire... parce qu'évidemment, on en a souvent parlé, il y a les chasseurs de fantômes qui nous disent qu'ils font de la recherche scientifique, etc., alors que la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les fantômes existent? Et malheureusement, la science ne peut pas se prononcer là-dessus. Et ce que je disais, c'est vrai qu'on aime croire qu'on est entouré par les gens qu'on a aimés, qui restent là, qui restent présents autour de nous, nos parents, nos enfants, peu importe. Mais ça, c'est pas de la science, c'est de l'espoir. Ouais. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est de l'espoir, c'est pas de la science. Là. Et on parlant de croyance, là, juste une petite parenthèse, Marceau, il disait, moi, j'ai pas besoin de croire que quelque chose après, j'ai pas besoin d'avoir cette croyance-là, je l'ai pas, je suis sceptique, je n'y crois pas. Moi, je suis dans la même lignée que Marceau, mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont des doutes on mélange à ça la croyance, parce que, à moins que je me trompe, j'ai lu plusieurs articles à ce sujet-là. Il y a plusieurs scientifiques, en fait, quelques scientifiques qui ont réussi à recréer le corps humain, mais sans ajouter ce qu'on appelle, nous, l'âme. L'âme, la conscience. Donc, le corps humain était fonctionnel, mais il n'y avait pas de conscience. C'était un vide. C'était une carcasse. Ouais, c'est la question, c'est parce que la grande question, elle nous ramène toujours un peu à la même chose. Qu'est-ce que la conscience? Ouais. En fait, c'est ça le débat. Est-ce que la conscience est une illusion du cerveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est étranger à mon cerveau? Donc, quelque chose que j'ai en moi. Et qui est omniprésent dans moi, mais quand je vais mourir, cette conscience-là va demeurer sous une autre forme existentielle. C'est un débat que là, actuellement, on ne peut pas trancher sur le plan de la science. Beaucoup de scientifiques croient que la conscience n'est essentiellement qu'une illusion du cerveau, et d'autres croient effectivement que la conscience est quelque chose d'étranger, quelque chose de presque mystique, l'âme. Ouais, c'est ça la grande question. 88-670-9098, 88-670-9098, 1877-440-2464. Si vous avez des questions pour Christian Page, vous pouvez les poser pendant la pause. Je vais les prendre en note et lui suggérer par la suite. Il est 9h10. On fait une courte pause. christianpage.ca pour plus de détails. As-tu des livres qui s'en viennent? C'est relax. Absolument. Là, actuellement, il y a des trucs qui s'en viennent pour l'automne. Là, Monsieur se promène avec ses muscle cars. J'ai plus de livres. Mais il y a des choses qui s'en viennent? Oui, il y a des choses qui s'en viennent pour l'automne. Mais dès que je sais ça, je t'en fais l'annonce officielle. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. christianpage.ca, merci d'être avec nous ce soir. Désolé de te recevoir dans un chantier digne. Comment il s'appelle le tueur en série qui est à la télé, là? Tu sais, lui, il tue juste des méchants, là. Dexter. Oui, Dexter. On a un décor de Dexter, la station. Ça, c'est Polythène. C'est de la Polythène partout. Bon, il y a plein de questions qui sont rentrées dans les dernières secondes. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé si tu te connaissais en rêve. Non, pas du tout. Mais tu sais, en fait, sur le mécanisme du rêve, c'est-à-dire, je peux pas... tu sais, dans les rêves, il y a l'idée là que si on rêve à tel ou tel truc,
ça veut dire, si tu rêves à des araignées, ça veut dire tel truc. Si tu rêves à des chiens, ça veut dire tel truc. Ça, tu sais que sur le plan de cette association-là, la plupart des chercheurs qui se sont penchés sur les mécanismes du rêve rejettent ça du revers de la main. Parce que chaque individu n'a pas la même perception. Par exemple, moi, j'adore les chats. T'sais, toi, tu peux détester les chats. Donc, si tu rêves à des chats, ça voudra certainement pas dire la même chose que moi. Probable. Donc, les chercheurs qui s'intéressent à ce domaine-là du rêve, sans parler d'interprétation des rêves, ils disent, le rêve, c'est souvent puis c'est pas vrai, c'est pas toujours ça. Tu sais, les gens disent, les rêves, c'est ton inconscient ou ton subconscient qui te parle. Pas forcément. Le rêve, c'est le rêve. Tu comprends-tu? Donc, il y a une raison à ce que les gens disent ça, parce que, tu sais, il y a plusieurs façons d'interpréter ses propres rêves. Moi, dans mon cas, quand je suis nerveux, je rêve toute la nuit, puis c'est toujours des scénarios absolument épouvantables. Ouais. Sauf que quand je me réveille, des fois, à 2h30, 3h du matin, je suis comme semi-conscient, puis là, je réfléchis à des affaires. Okay. Mettons, des questions que je m'étais posées la veille. C'est pour ça, des fois, les gens disent, la nuit porte conseil. Ouais. C'est parce qu'on est comme, des fois, on se réveille pour rien, entre 2h30 et 3h, on est semi-conscient, puis on réfléchit aux choses qui nous embêtent. Par contre, moi, peut-être que les spécialistes ou les scientifiques se sont penchés là-dessus, ce qui m'intéresse, puis l'auditeur, c'est un peu ce qui m'a posé comme question, c'est qu'on fait pas mal tous les mêmes rêves. T'sais. On sauve de quelqu'un qui nous court après, mais on n'est pas capable de courir, on est au ralenti. Ouais. On perd nos dents, on tombe dans le vide. Ouais. Tu vois ce que tu dis là, c'est justement ce sont ces mécanismes. D'ailleurs, il y a quand même, c'est un peu une énigme. Hein? Pourquoi est-ce qu'on rêve? Ça reste un peu mystérieux. Ouais. Les scientifiques, je me rappelle avoir lu récemment un papier dans un périodique scientifique où il disait le rêve doit servir parce il y a pas de certitude, pas de certitude absolue. On sait que le rêve permet de te reposer. Les grandes périodes de repos se produisent durant les périodes de rêve. Donc le rêve est associé au repos. Si tu ne rêves pas, ça me tend je regardais un peu la signature des ondes de ton cerveau quand je vois que tu entres en phase de sommeil profond, je te réveillais, même si tu accumulais un nombre d'heures de sommeil, comme tu n'as pas rêvé, tu n'as pas réussi à plonger. Puis les gens qui nous écoutent, qui font de l'insomnie, qui arrivent jamais à entrer dans des phases de sommeil profond, ils ont souvent ce sentiment-là d'être toujours fatigués. Tu sais, ils ont passé une nuit, ils ont dormi pendant 8 heures, mais tout le temps comme en surface. Tu n'arrives pas à entrer dans des périodes de sommeil profond. Ouais. Et on a l'impression que le corps a besoin de ce sommeil profond pour se reposer. Donc cette association-là, sommeil profond, repos, ça les scientifiques, les neuroscientifiques savent qu'il y a un lien entre ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on rêve? Bon, si on cherche à interpréter le rêve, là, sur le plan, là, disons, psychologique, les chercheurs qui se sont penchés là-dessus disent, faut faire attention, le rêve, il faut essayer de regarder parce qu'il y a toutes sortes de choses les gens savent pas, là. On rêve en moyenne 50 rêves par nuit. Tu te rends compte que tu ne te rappelles pas chacun de tes rêves. Fait que très souvent, le souvenir que tu as d'un rêve, ce sont des images qui peuvent être empruntées à plusieurs rêves. Donc, pas forcément le dernier rêve que tu as fait. Puis, ça se peut que tu aies un petit bout d'image qui te rappelle quelque chose qui fait partie de ton rêve numéro 2. Puis là, il y a un autre petit bout de quelque chose qui fait partie de ton rêve numéro 23. Ouais. Fait que là, ça devient un peu complexe. L'idée, surtout, c'est lorsque tu as l'impression d'avoir un rêve, tu as une bonne séquence de rêves que tu te rappelles, il faut que tu essaies de décanter quel sentiment que ça t'a amené, ça. C'est plutôt vers l'émotion. C'est comme si ton inconscient te parlait. Ton inconscient, par exemple, si tu es inconfortable dans une relation personnelle, tu vis des choses dans tes rêves, tu vois des images qui t'évoquent ça, des sentiments d'inconfort. Faut que tu te questionnes, est-ce que je suis bien? Pourquoi est-ce que mon inconscient m'envoie de ce genre de message-là? Pas s'arrêter à l'image, mais plutôt s'arrêter au sentiment que le rêve provoque. Quant au mécanisme lui-même du rêve, en dehors de savoir pourquoi on rêve, qui est lié le sommeil, le repos, les scientifiques croient qu'on rêve parce que quand on rêve, c'est un peu, là je vais essayer d'utiliser une analogie, c'est un peu comme si notre cerveau était une espèce de disque dur qui a une capacité limite. Donc, dans la journée, on accumule des informations de toutes sortes de trucs. Donc, tu roules en voiture, tu sais qu'il y a une voiture blanche qui est à ta gauche dans ton angle mort. Donc, tu retiens plein de choses comme ça qui nous permettent de fonctionner. Mais on est d'accord qu'au moment où tu te couches, l'information que tu as colligée dans ta journée n'est pas nécessairement de l'information essentielle
à ta survie et au lendemain et à ce qui va se venir dans les jours à venir, tu comprends-tu? Oui. Donc, c'est comme si ton cerveau avait besoin de vider sa mémoire cache, tu comprends? Et le rêve permettrait ça. Donc, ça permet d'évacuer, de libérer de l'espace sur le disque dur pour pouvoir, le lendemain, commencer une nouvelle journée. Comme si c'était une continuité de notre journée, comme si c'était un échappatoire aussi à stress, parce que, je le sais, quand on lit, que ce soit sur des forums bizarres ou bien normaux, les gens qui parlent du rêve souvent disent, mais dans les plus grandes périodes de stress de ma vie, c'est là que je me souviens le plus de mes rêves. Donc, le rêve, c'est un peu comme si, soudainement, ton cerveau entrait dans parce que le sommeil, c'est un état modifié de conscience. Donc, c'est comme durant cet état modifié de conscience, ton cerveau prenait l'information qui a colligé durant la journée, ou ça peut être les dernières 36 heures, là, pas forcément les dernières 24 heures, mais disons, dans une courte période de temps, c'est un peu comme s'il reprenait cette information-là, et là, il faisait un tri. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est... Et là, finalement, il va les stocker de manière différente. Et c'est durant la période de sommeil que ton cerveau fait ce ménage-là. Puis, est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui continuent une réflexion pendant leur rêve, qui continuent de travailler, entre guillemets, qui continuent un certain travail parce qu'ils n'ont pas terminé, donc en s'endormant, ils s'endorment sur leur projet ou leur chose à faire, puis finalement... le lendemain, tu te réveilles... 2h30, 3h, quand je me suis posé une question la veille, là, 2h30, 3h, je me réveille, là, puis là... T'as la réponse. je suis semi-conscient, puis je pense à ça. Puis des fois, je trouve la réponse, je me rendors, puis le lendemain, je suis correct. Fait que c'est ça, le sommeil en lui-même reste encore une espèce d'énigme à la science. On a plusieurs hypothèses, plusieurs avenues que les neuroscientifiques étudient, mais on n'a pas de certitude absolue, si ce n'est que le rêve égale repos. Et le rêve permet de dégager de l'espace mémoire. Mais au-delà de ça, ça reste excessivement mystérieux. Là, je sais qu'avec ce que je vais te dire, je vais détruire l'image du mâle alpha que tu as de moi. OK. J'ai un pug qui dort avec moi. Et elle rêve, elle aussi. Tu sais, c'est quoi un pug, un carlin? Ah ouais. Ben, c'est ça. Elle rêve, elle aussi, parce qu'elle court dans le vide. Ouais. Les animaux aussi rêvent. Ouais. C'est hot, pareil. Puis, on se demande à quoi ils peuvent rêver, bien sûr. Ben, moi, je cours dans un champ, là. Ouais, c'est ça. Pas après un écureuil. Quand je le regarde. OK, je vais avec les questions des auditeurs. Codex Gigas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Ah oui. Ça, c'est un phénomène qui a souvent été rapporté. Moi, j'en ai jamais vécu. Je sais pas, Raphaël, ça l'a déjà vécu. Mais il y a des gens qui disent avoir perdu des êtres chers. Ouais. Puis l'auditeur dit, moi, mon grand-père est décédé. Ma sœur était en Europe et le moment où mon grand-père est décédé, ma sœur a eu l'impression que mon grand-père est allé la voir parce qu'elle a vu un bras blanc l'entourer et elle a entendu n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Et elle savait pas c'était à qui ça appartenait, ce fameux bras blanc-là qu'elle avait vu. Ouais. Et le lendemain, la mère, donc la fille de cet homme-là, a appelé sa fille et elle lui a dit, ton grand-père est décédé, puis c'est là qu'elle lui a rapporté le phénomène comme quoi elle a vu un bras blanc, puis quelqu'un lui dit, ne t'inquiète pas. J'ai souvent entendu parler de ça. Pas de cette histoire-là en particulier, mais de gens... Des expériences où au moment de la mort, d'autres personnes, des proches vont ressentir, voir des trucs. Je l'ai senti. C'est vrai, je l'ai senti quand il est parti. Personnellement, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu entre guillemets au travers de quelqu'un d'autre. Par procuration. J'étais toute petite. Puis j'étais à côté de ma mère. Et ma mère, tout d'un coup, on est assis dans le divan de ma maison d'enfance. Elle se lève, elle regarde l'heure. Elle dit, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, mais il vient de se passer quelque chose. Elle a retenu l'heure. Et le lendemain, on lui a appris qu'à l'heure précise, je me rappelle pas de l'heure, mais elle doit s'en souvenir, qu'à l'heure précise qu'elle avait noté et qu'elle avait regardé, quelqu'un de notre famille venait de perdre la vie. OK. Mais moi, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu. Mais tu vois, ce que tu racontes et ce que les auditeurs racontent, c'est justement ça qui est la grande fascination du paranormal en soi. C'est-à-dire que ces phénomènes-là, la littérature, que ce soit cette expérience-là ou d'autres expériences du même genre, la littérature est pleine, la littérature rapporte des milliers d'expériences empiriques de ce type-là. Des expériences vécues par des gens. Le problème, c'est que ces expériences-là demeurent sur le plan de la science.
ça demeure des anecdotes. On peut pas documenter ça, c'est-à-dire que la personne a vécu ça, elle le raconte après. Quelle heure était-il? Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Donc, ça reste, ces éléments-là restent des anecdotes. Et comme je le dis souvent en conférence, ce n'est pas parce que la science ne l'a pas prouvé que ça veut dire que c'est faux. Ça veut simplement dire qu'il faut faire preuve de prudence avant d'accepter ça. Mais effectivement, le paranormal est plein d'expériences vécues par des gens pour lesquels on n'a pas d'explication et qui effectivement nous donnent une impression que quelque part, le surnaturel intervient. Malheureusement, on n'a pas, la science est limitée. C'est un bon modèle. Jusqu'à maintenant, ça nous a permis de sortir des cavernes puis envoyer des hommes sur la Lune, le mécanisme de la science. Mais la science est peut-être mal adaptée à des expériences spontanées, subjectives, comme ce type d'expérience-là, souvent que les gens vont lier à des proches. Se pourrait-il que certaines personnes soient connectées? Oui, ça se peut que les gens soient connectés, ça se peut que les fantômes existent, ça se peut que l'âme survive à la mort. Pour l'instant, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'argument scientifique que l'on peut proposer pour défendre ce type de croyance. Ça ne veut pas dire que cette croyance-là, elle n'est pas fondée par des expériences que monsieur et madame tout le monde vont vivre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve scientifique qui permet d'accréditer ça. Il y a, tu me dis, est-ce que les gens sont connectés? Tu vois, depuis quelques années maintenant, on sait qu'il existe ce qu'on appelle le lien quantique. Donc, dans la matière, il existe une espèce de lien dans l'infiniment petit qui est à peu près indestructible. Donc, si je prends deux particules qui sont liées entre elles, et que j'en ai une, par exemple, que je mets à faire vibrer, mettons, à 60 cycles à la seconde, et j'envoie sa jumelle à l'autre bout de l'univers, et je change la modulation de celle que j'ai en ma présence. Au lieu de le mettre à 60 cycles secondes, je la diminue sa vibration à 30 cycles secondes. Instantanément. Pas des années, parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. Même si mon autre particule est à l'autre bout de l'univers, elle va se mettre à vibrer à 30 cycles secondes. C'est ce qu'on appelle le lien quantique. Ce n'est pas de l'information qui passe d'un point A à un point B. C'est une information qui est simultanée entre deux éléments, entre deux particules, quelle que soit leur distance entre elles. C'est ce qu'on appelle le lien quantique. Et on l'explique mal, ça, comment ça fonctionne, quelle est la mécanique de ça. Mais c'est vrai que la physique quantique est relativement récente et chaque année, il y a des nouvelles découvertes qui viennent un peu remettre en question certaines croyances que l'on croyait justifiées dans le domaine de la physique. La physique quantique, c'est un peu comme le modèle qui vient briser les concepts établis de la physique. Mais en dehors de ça, est-ce que ce lien quantique pourrait exister au niveau de l'âme, au niveau des personnes? Tu vois, ce sont des avenues qu'on doit explorer, mais qui pour l'instant demeurent essentiellement un discours ésotérique ou mystique. Là. En 2003, il y a eu un film extraordinaire qui a été fait, dans lequel jouaient Naomi Watts, Sean Penn, Benicio del Toro, puis Charlotte Gainsbourg. Ça s'appelait 21 grammes. Oui. On parlait du poids de l'âme. Poids de l'âme. Vrai? Faux? Faux. C'est faux. C'est vrai que dans les cas de... C'est encore fait à moi! Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une croyance qui est née au 19e siècle. Oui. C'est-à-dire que des gens sont mis à peser des cadavres, puis on les pesait avant leur décès. Des gens qui étaient pesés avant leur décès, puis après leur décès. Puis là, on disait, il y a une différence de 21 grammes, puis c'est devenu la croyance que c'était le poids de l'âme. Mais en fait, cette différence-là de poids, puis ce n'est pas 21 grammes, c'est beaucoup plus ténu que ça, elle peut s'expliquer de d'autres manières sans nécessairement évoquer l'âme. Donc, et ce poids-là varie. Parfois, ça peut être 4 grammes, des fois c'est 5 grammes, des fois ça peut être 10 grammes. Donc, ces variantes-là existent, mais ces variantes-là peuvent s'expliquer autrement que de croire en l'existence de l'âme. C'est une croyance qui est née au 19e siècle puis qu'on a continué à véhiculer. Ça peut être, par exemple, l'air que la personne a dans les poumons ou des trucs comme ça. La quantité d'eau qui est retenue dans le corps au moment où la personne est vivante et au moment où elle est pesée ensuite. Donc, il peut y avoir des éléments excessivement simples qui permettent de, ne serait-ce que une personne qui va mourir de manière accidentelle, ben souvent elle va vider sa vessie, ses intestins, ça peut déjà signifier une variante dans le poids, une légère variante dans le poids entre l'avant du décès et l'après-décès. Donc ce sont des éléments qui doivent être considérés, mais il faut savoir que c'est une croyance qui est née au 19e siècle et cette croyance-là n'est pas fondée sur des arguments scientifiques. Mais c'est un bon film. Ouais, c'est ça, c'était intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose, Raph? Non, il a répondu à ma question. On entre dans la chronique de l'enquêteur du paranormal, christianpage.ca. Tu nous parles d'un objet volant non identifié qui aurait été aperçu au-dessus de Long Island. Oui.
Et écoute, c'est depuis quelques mois, c'est assez surprenant parce que le bureau de l'administration fédérale de l'aviation aux États-Unis rend presque de manière presque soutenue mois après mois des enregistrements audio où ce sont des communications entre les pilotes et la tour de contrôle, et on parle bien sûr d'objets volants non identifiés. Donc ce sont des échanges qui se font. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ces informations-là étaient très difficiles à obtenir, et depuis quelques mois maintenant, on dirait que les règles se sont assouplies au sein du bureau de l'aviation, et on rend plus spontanément public ces informations. Et je t'ai envoyé un petit enregistrement audio. Et on va le faire entendre, je remets un peu dans le contexte, l'événement se passe le 26 mai dernier. On a un petit appareil, un Piper 6 places, un appareil qui peut contenir 6 passagers, mais là, à ce moment-là, il y a que le pilote à bord. Il est en vol au-dessus de Long Island. Il se dirige en direction du New Jersey. Et à ce moment-là, il est 12h59, très précisément. Le pilote contacte le centre du contrôle régional qui se trouve à l'aéroport de JFK. Et là, il annonce, il dit, écoutez, il y a quelque chose devant mon avion. Et là, on va écouter l'enregistrement et j'expliquerai ensuite le contexte de la communication. November 164 Mike Alpha, good afternoon, Kennedy, altimeter 2982. Sierra 161 Mike Alpha, I have an object in front of me, I don't know what it is. You mean like a drone or something? Don't know if it's a drone, but it's bigger than a drone. All right, well, Mike Alpha, I don't show anything on radar. I need to make a slight left turn. That's fine, sir. And then I guess whenever you can, just let me know what you think it is. Will do. Definitely something was there. Okay, I mean, I'll have to assume that it was a drone. That's I don't know if that's a safe assumption or not, but I guess that's what we'll go by. Actually, it looks like it had lights on it. That's really interesting. Again, still show nothing on radar, so I don't know what to say. Les contrôleurs doivent toujours se demander quel genre de coucou que j'ai qui me parle La conversation est plus longue, là, je l'ai rééditée pour pouvoir la faire entendre, mais à un moment donné, le pilote dit et soyez assurés que je ne suis pas en train d'halluciner. Là. Donc, ce que l'on vient d'entendre, malgré la piètre qualité de la communication, là, on entend le pilote donc qui dit il y a quelque chose devant moi, je sais pas ce que c'est. Il demande au centre régional. Le centre régional lui répond j'assume que c'est un drone. Il y a rien sur l'écran radar. Il dit quand vous dites quelque chose, vous voulez dire quelque chose comme un drone. Ouais. Le type répond, il dit c'est peut-être un drone, mais c'est beaucoup plus gros qu'un drone. Fait que là, puis le contrôleur, on le sent un peu étonné. Il dit, OK, mais assumons là, pour l'instant que c'est un drone. Puis là, à un moment donné, le pilote dit, bon, OK, mais là, je demande à faire un virage parce il veut éviter l'objet. À un moment donné, il le perd dans les nuages. Et le pilote de dire aussi au contrôleur, des lumières. L'objet, il y a des lumières. Il faut savoir que tout cet incident-là se passe à 6000 pieds d'altitude, ce qui est à peu près 1800 mètres de hauteur. C'est une hauteur qui est très élevée pour l'utilisation d'un drone. Je dis pas ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis pas que c'est pas impossible de faire voler un drone à 6000 pieds d'altitude, mais c'est rare qu'on va faire voler un drone à ces altitudes-là. Et qui plus est, un drone dans le secteur d'un aéroport aussi achalandé que l'aéroport de JFK. Quoi qu'il en soit, le pilote n'a pas pu identifier quelle était la nature de l'objet, le centre de contrôle ne l'ont pas non plus identifié et une enquête a été ouverte. Le Bureau fédéral de l'aviation a ouvert une enquête sur cet incident-là, qui est quand même assez mystérieux en soi, avec l'observation d'un objet comme celui-là. Et c'est étonnant parce que depuis l'automne dernier, je pense que c'est la 6e ou 7e communication radio que des contrôleurs, que ce soit là, dans ce cas-ci, c'était l'aéroport de JFK, mais il y a eu plusieurs incidents du genre sur la côte ouest américaine, là, l'État de l'Oregon et la Californie. Et là aussi, l'administration fédérale de l'aviation avait rendu public les communications radio. Et c'est toujours très impressionnant, ce type d'échange, parce que ce que je trouve intéressant, et probablement que les amateurs d'OVNI aussi considèrent ces observations-là comme étant un peu le nec plus ultra, parce que ce qui est intéressant de ces témoignages-là, c'est qu'ils sont directement sur le vif. Le pilote qu'on entend ne raconte pas ça 3 mois après l'événement. Au moment où il le raconte, il l'a sous les yeux, il le voit. Ouais. C'est en temps réel. C'est un témoignage en temps réel. Et dans bien des cas, il y a dans le cas des avions, des grands avions, là, on parle des gros transporteurs comme un Boeing 747 ou un Boeing 707, souvent il y a des équipements de télémétrie à l'intérieur.
par exemple des détecteurs de proximité qui permettent de fournir des informations sur la nature ou à tout le moins la présence de l'objet. Dans certains cas, il va y avoir détection radar. Je pense cet automne, par exemple, l'automne dernier, il y a eu une observation d'OVNI de ce type-là sur la côte ouest américaine où il y a eu pendant un moment détection radar. Donc, l'objet qui a été observé par des pilotes en vol a été observé pendant à peu près 30 minutes, mais sur la période de 30 minutes, il y a 6 ou 7 minutes où l'objet apparaissait sur les radars. Donc, on a une information télémétrique qui permet de confirmer la présence d'un objet. Même si on ignore quelle est sa nature, on peut quand même documenter l'observation. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Dans le cas présent, sur plusieurs choses, Christian, je vais te le dire. Puis tu m'as fait douter de plusieurs trucs. En écoutant l'extrait, je trouve ça intéressant. Effectivement, c'est pris sur le vif. Il parle de lumière. Tu sais. Là, c'est important de dire aux auditeurs que c'est un objet volant non identifié. Oui, non, pas un engin extraterrestre. Voilà, non. Ça veut pas dire qu'il y a des petits bonhommes verts. Pour ceux qui auraient tendance à penser que c'est des petits bonhommes verts, sachez que admettons qu'ils sont ben loin dans l'espace, là, ils ignorent les conditions que demande Transport Canada. Donc, la lumière rouge, la lumière verte, le gros projecteur, sont pas obligés de l'avoir avec toute la technologie qu'ils peuvent avoir. Donc, quand on parle d'un objet volant non identifié, avec un kit de lumière, voilà. Moi, je doute que ce soit issu d'une technologie qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est sûr que il faut dans une situation comme celle-là, il faut toujours aller de l'explication la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. Voilà. Si on n'a pas de certitude, qu'est-ce qui est le plus vraisemblable, qu'est-ce qui est le moins vraisemblable? Dans le cas présent, le plus vraisemblable, c'est que ce soit un drone ou un véhicule militaire, un appareil secret qui était dans un corridor aérien qu'il n'aurait pas dû fréquenter. On le sait, au moment où on se parle, l'armée américaine est en train de développer des avions sans pilote. Donc, ce sont des très gros drones. Hein. Le type dit bien, si c'est un drone, il est gros, le drone. T'sais. Mais justement, l'armée américaine est en train de développer des avions sans pilote. Hein, des appareils qui sont... on a vu quelques schémas là, dans des périodiques là, qui se consacrent à l'aviation, Aviation Week, des trucs comme ça. Et on voit que les appareils qui sont en train de développer l'armée américaine sont des objets un peu triangulaires qui ont à peu près la taille d'un petit Cessna. Et ce sont des appareils sans pilote. Donc, il n'est pas interdit de penser que de temps en temps, des pilotes civils se trouvent un peu confrontés à l'apparition de l'un de ces appareils-là, soit qui a été mal contrôlé par les manipulateurs au sol, les contrôleurs au sol. Ça reste un peu difficile. Mais à mon avis, là, avant de conclure en une visite extraterrestre, tu fais bien de le mentionner, on parle ici d'un objet volant non identifié et a priori, les explications les plus vraisemblables, c'est ou bien un drone qui est utilisé de manière, disons, illégale ou clandestine dans une région qui est utilisée sur des corridors aériens qui sont employés qui sont utilisés ou empruntés par l'aviation civile, donc de façon illégale, ou bien il s'agit d'appareils militaires dont on n'a pas connaissance et que, bien sûr, l'aviation civile n'est pas au courant des essais. C'est à cause de toi, Christian Page, que je doute de tout à ce temps. C'est bien, il faut. Prochain sujet, on parle de mon film préféré, Armageddon. Non. Non? Ouais. Écoute, c'est ton film favori. Quand je t'ai amené de la littérature ici pour toi. Ben Affleck, Liv Tyler, c'est ça? Non, Armageddon, c'était pas celui avec Bruce Willis. Ils les envoyaient c'est ça? Il y avait Ben Affleck puis Liv Tyler. Ah, ça avec Bruce Willis. Ça se peut. Tu sais, où l'arbre avec le chasse-part quand ils sont... Non. Et pourquoi on parle d'un peu Armageddon? Et le document que tu as entre tes mains, c'est un document qui a été préparé en 2016. Est-ce que je vais survivre après la lecture de ça? Oui, tu vas survivre après ça parce que ça vient tout juste d'être rendu public. C'est un document qui a été préparé en 2016 à l'attention de la Maison-Blanche. C'était le président qui avait demandé ça parce que on se posait la question... Est-ce qu'il est possible qu'une météorite nous tombe sur la tête à un moment donné? On le sait, il y a 60 millions d'années, c'est une météorite d'à peu près 10 km de diamètre qui a fait disparaître les dinosaures, qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Donc, cette menace-là, elle est bien réelle. Puis c'est drôle parce que le document vient tout juste d'être rendu public. Et écoute, Yannick, ce week-end, on va être le premier, on va se retrouver le 30 juin, hein, c'est demain, le 30 juin. Demain. Et demain marquera le 110e anniversaire jour pour jour après l'événement de la Tunguska. Et l'événement de la Tunguska, on le retrouve autant dans la littérature scientifique que dans la littérature sur le surnaturel et le fantastique. Et je te rappelle un peu cet événement-là. On est le 30 juin 1908. Il est 7h13 du matin. Une boule de lumière apparaît dans le ciel au-dessus de l'Oural en Russie.
Et quelques secondes après, une onde de choc tout à fait extraordinaire est ressentie et enregistrée partout dans le monde. En fait, on dit que l'onde de choc a fait 2 fois et demi le tour de la Terre. À 1000 kilomètres de l'épicentre de cet événement-là, donc on est à Irkoutsk, les sismographes ont enregistré une vibration dans le sol égale à un séisme, un tremblement de terre de l'ordre de 5,5 à l'échelle de Richter. Donc, quelque chose a visiblement explosé dans le ciel de l'Oural. Les journaux de l'époque avaient raconté, il était encore la nuit à Londres, les gens pouvaient lire le London Times la nuit, le ciel s'est illuminé d'une lueur. Ouais. Les gens pouvaient lire le London Times dans les rues de la capitale britannique. Puis il faut savoir que le London Times écrit en tout petits caractères, c'est vrai. Donc ça nous montre à quel point quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et puis l'événement se passe en 1908. Il va falloir attendre 1927 parce que c'est un endroit à peu près inaccessible. C'est dans l'Oural, c'est un endroit complètement inhabité. Il y a quelques petites communautés autochtones qui vivent là. On les appelle les Mansi. Ce sont les descendants des troupes mongoles qui ont occupé ce territoire-là autrefois. Donc, il faut attendre 1927 pour que l'Académie des sciences de Moscou envoie une délégation sur place. Et à peu près 300 kilomètres avant d'arriver à l'endroit, au point zéro, on commence à enregistrer des transformations dans l'environnement. La petite équipe en 1927 est dirigée par un géologue et physicien qui s'appelle Leonid Kulik. Et lui rencontre des autochtones qui lui racontent des histoires fabuleuses. Même si l'événement s'est quand même produit là. Et on est en 1927, l'événement s'est produit près de 19 ans plus tôt. Les gens racontent encore des souvenirs. Les petites communautés autochtones se rappellent d'un vent épouvantable, d'une lueur dans le ciel, d'un souffle, un mur de feu qui a avancé dans la forêt. Et là, Kulik continue d'avancer, et là, à peu près 20 kilomètres avant d'arriver au point zéro, les arbres sont déracinés, brisés, couchés en ligne rayonnante. Un peu comme si on lance un caillou dans une flaque d'eau, le cercle va s'ouvrir, et là, on voit des arbres comme ça, couchés, déracinés. Et quand Kulik arrive au point zéro, il n'y a rien. Pas de cratère, rien, simplement les arbres qui sont couchés. Cet événement-là de la Tunguska continue de faire fantasmer plein de gens. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de l'explosion à peu près entre 5 et 10 kilomètres de la surface du sol, de l'explosion d'une gigantesque météorite ou encore d'un morceau d'une comète qui se serait détaché puis aurait explosé. Donc, elle se serait pas rendue jusqu'au sol? Elle s'est pas rendue jusqu'au sol. Donc, ça a été un météore. Ouais. La différence entre un météore et une météorite, le météore ne touche pas le sol. La météorite, c'est quand elle arrive au sol. Donc, le météore en question aurait explosé entre 5 et 10 kilomètres d'altitude. Donc, en explosant, il n'a pas fait de cratère. Mais le souffle de l'explosion était équivalent à 100 fois l'explosion d'une bombe atomique. Donc, tu t'imagines le souffle que ça l'a fait. Oui. C'était peut-être le morceau d'une comète aussi qui aurait pu rentrer. Et là, donc, on va vers les explications les moins vraisemblables. Un trou noir qui aurait frappé la Terre, une particule d'antimatière, un vaisseau extraterrestre mu à l'énergie atomique qui aurait explosé dans le ciel. Quoi qu'il en soit, on n'a pas de certitude. C'est sûr que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est le météore ou le morceau de comète. Mais on n'a pas d'explication certaine pour l'événement de la Tunguska. Une chose est sûre, si cet événement-là, heureusement, ça s'est produit dans une région inhabitée, on ne le sait pas s'il y a eu des morts parmi les membres de ces petites communautés autochtones qui vivaient localement. Mais si un incident comme ça s'était produit, par exemple, en Amérique, mettons dans la région de New York, c'est la ville de New York au complet qui aurait été balayée et une grande partie du New Jersey. Donc, les morts se seraient comptés par centaines de milliers, sinon par millions. Par millions, oui. Donc, on comprend que cette menace-là, elle est réelle. D'ailleurs, l'événement de la Tunguska, jamais dans l'histoire de l'humanité, un événement semblable ne s'était produit. La dernière fois qu'il y avait eu une explosion de ce type-là connue, c'est celle qui avait entraîné les dinosaures il y a 60 millions d'années, puis il n'y avait pas d'être humain à cette époque-là. Donc, dans l'histoire connue de l'humanité, jamais un événement comme celui de Tunguska s'était produit. Donc, la menace, elle est là. Est-ce qu'il est possible? Et on le sait, chaque année, il y a des gens qui font des prédictions. En 2018, ça va être la fin du monde, une météorite va nous tomber sur la tête. La question, c'est est-ce que cette menace-là, elle est réelle? Et ce document-là, préparé pour la Maison-Blanche en 2016, vient d'être rendu public. C'est le plan de réaction de la NASA, à savoir, est-ce que la menace est réelle et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mitigating, c'est atténuer l'impact. Atténuer l'impact. Donc, qu'est-ce que l'on apprend là-dedans? Bon, premièrement, ça va sûrement décevoir les théoriciens du complot et ceux qui croient aux prophéties.
Les gros météorites qui pourraient nous tomber sur la tête, ça s'appelle des géocroiseurs. C'est le nom que les astrophysiciens donnent à ça. Et ça n'arrive pas comme ça dans l'espace de nulle part. Ces objets-là, généralement, ont des orbites autour du Soleil. On les connaît, ces objets-là. En fait, des objets qui seraient dévastateurs, comme celui qui a entraîné l'extinction des dinosaures, ce sont des objets qui ont plusieurs centaines, ils ont plusieurs dizaines, sinon des centaines de mètres de diamètre. Ces objets-là sont connus de la NASA, on connaît leur orbite et on peut prédire à long ou à moyen terme leur trajectoire et savoir si éventuellement ils risquent d'entrer en collision avec la Terre. Donc, l'idée de ces géocroiseurs, de ces grosses pierres qui se baladent dans le cosmos, on les connaît, on peut les documenter. Est-ce qu'il y a un risque que ces objets-là nous frappent à un moment donné? Bien sûr que ce risque-là, il existe. Mais à court ou à long terme, c'est peu vraisemblable que ça arrive là dans un avenir rapproché. Donc, et ça n'arrivera pas soudainement. Donc, les scientifiques disent, c'est ce que le document dit, des objets de moins de 50 mètres de diamètre qui pourraient rentrer dans l'atmosphère terrestre et frapper et entraîner, bien sûr, la destruction d'une ville, c'est possible. Qu'on le voit pas, puis quand on va le voir, il va être trop tard. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est d'évacuer les zones habitées en considérant la trajectoire de l'objet. Pour ce qui est des plus gros objets, on peut déterminer souvent des années à l'avance s'ils vont nous frapper ou non. Et à ce moment-là, le plan d'action de la NASA, il y a plusieurs possibilités. On pourrait attendre que l'objet soit assez près pour qu'on puisse le canarder avec des missiles pour le faire exploser. On pourrait envoyer sur le météorite en question, sur ce gros bloc-là, des mines qui pourraient se plonger, en fait, forer à l'intérieur du météorite pour le faire exploser, de l'objet du rocher pour le faire exploser, ou encore envoyer des espèces de missiles sur le rocher qui pourraient se poser et essayer de le détourner légèrement de sa trajectoire. Souvent, quelques degrés, quelques kilomètres suffiraient à le faire passer aux côtés de la Terre plutôt que le point d'impact. Mais si on n'a pas suffisamment le temps de réaction, puis quand on dit pas le temps de réaction, c'est surtout pour des plus petits objets. Donc, on n'aura pas le météorite là, de 10 km de diamètre, mais un petit objet là, qui aurait quelques dizaines de mètres de diamètre, qui pourrait faire quand même un impact sérieux. Ça, et malheureusement, on pourra pas le voir. Est-ce que tu serais notre Bruce Willis? Je sais pas, moi, je serais le Bruce Willis pour aller sur une météore. Mais bref, de ces objets-là, si un de ces objets-là était détecté à la dernière minute, le mieux, quand on dit la dernière minute, c'est quand même quelques semaines avant l'impact, le mieux qu'on pourrait faire, ce serait d'évacuer les zones habitées. Donc, cette menace-là, elle est réelle, mais elle est peu vraisemblable. À tout le moins, il faut pas s'en inquiéter. Là, je pense que c'est pas la menace qui guette le plus l'humanité. Mais Christian Page, t'es un homme extrêmement brillant. Oui. J'ai tellement de respect pour toi, t'as pas idée. Mais si jamais il y a un gros météorite là, qui menace l'extinction de la Terre, on va probablement être les derniers à le savoir. Oui, sûrement. Mais c'est un peu amusant parce que quand tu parles dans parce que mettons parce que ce serait le chaos sur la Terre, il te reste un an à vivre. Oui, mais le problème Yannick, c'est parce que là tu tombes dans le jeu des conspirationnistes et quand tu tombes dans ce jeu-là, tu fais une équation qui tient pas la route. Et tu vois, ils pensent que c'est un hasard que je pose cette question. L'équation qui ne tient pas la route, c'est de croire que la NASA a l'hégémonie sur l'espace. Or ce n'est pas vrai. La NASA, bien sûr, c'est le nom qui nous vient en tête. Les théoriciens du complot aiment diaboliser la NASA. Mais on oublie que le ciel, il est observé partout dans le monde par des universités, par des chercheurs indépendants qui n'ont rien à voir avec la NASA. Donc, si un objet là de 70 km de diamètre se dirigeait vers la Terre, tout ensemble. Des mois avant que cet objet-là nous frappe, il aurait été observé à travers le monde par des astronomes de toute nation, de toute organisation, de toute université. Donc, la NASA pourrait pas garder le secret sur un objet comme celui-là. C'est un peu de croire que seule la NASA regarde dans l'espace. Non, il y a plein d'universités qui ont des télescopes, il y a des centres de recherche qui ont des télescopes, il y a toutes sortes de nations, puis pas forcément des nations qui sont, on dit, oui, mais la NASA peut réussir à les contrôler. Non. Il y a aussi des télescopes en Russie. Oui. Il y a des télescopes aussi en Chine, tu sais. Je suis pas convaincu que les astrophysiciens chinois ou les astrophysiciens russes accepteraient les demandes
de la NASA américaine. Voyons donc, Marceau. Fait que, c'est pour ça que cette idée-là, ce type d'observation-là, on aime, les théoriciens du complot aiment diaboliser la NASA, mais pour croire ça, il faut imaginer que la NASA a l'hégémonie sur l'espace. Et on contrôle sur tout le monde, là. Ouais, c'est ça, on le contrôle sur tout le monde. Ils sont capables de faire fermer la trappe ou à des chercheurs russes, chinois, gouvernement mondial. Non. Les Rothschilds sont là-dedans. Puis les Illuminati. on sait qu'on a de la misère à faire garder un secret entre 3 personnes. Ah, comment tu pourrais faire garder le secret entre des centaines de milliers de gens? Et sans oublier que ces gens-là ont eux aussi des familles. Hein, eux aussi sont préoccupés, ils ont des parents, ils ont des amis. À un moment donné, le secret sortirait. Je dois te couper. Si on veut plus de Christian Page dans nos vies, christianpage.ca. Oui, absolument. Tu vas être avec nous la prochaine saison. Oui, absolument. T'es là à la dernière émission. Un gros merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Puis on aura la chance de te rencontrer, en fait de t'entendre cet été dans le show du matin, parce qu'à partir de mardi, je vais être là le matin. Fait qu'on va t'entendre une fois par semaine. Oui, absolument. Le temps que tu vas m'allouer. Pas de problème, je commence à 5h30, fait que je vais te lâcher un coup de fête. Un gros merci Christian Page, Raphaël. Merci beaucoup pour la belle saison. On se revoit la semaine prochaine. Puis pour ce qui est des auditeurs, nous on en revient à la mi-août, et sinon à partir de mardi, ce sera l'excellent Robbie Moreau qui va prendre place sur les ondes le soir. Un gros merci d'avoir été là. Bye bye.